Je t'écris pour te dire que je vis à fleur d'encre dans une ville de béton armé. On tire lamentablement dans ma rue. Dire est déjà trop dire, le bonheur sous chloroforme. Ces mots du poète haïtien Georges Castera, publiés en 1992 à Port-au-Prince. Bonjour Jean-Marie Théodat. Bonjour. On tire lamentablement dans votre rue, toujours à Port-au-Prince. On tire malheureusement non seulement tous les jours à Port-au-Prince, mais de plus en plus les tirs s'étendent aux provinces, aux quartiers des faubourgs. On disait jusqu'à il y a peu que 80% de la zone métropolitaine échappait aux autorités. Mais maintenant, on sait que d'autres villes de province sont tombées ou sont sur le point de l'être. Et on ne peut pas sortir de Port-au-Prince autrement que en catimini, en prenant des transports en commun, avec le risque d'être rançonné sur le chemin par des bandits, par des brigands qui ont établi donc des barrages le long des principales routes. Et c'est vraiment un pays assiégé. La violoniste Lia Petrova nous parlait hier de son instrument qui est le prolongement de son bras, mais ne dit-il pas tout aussi naturel, voire davantage, de tenir un fusil et de faire feu? Vous n'êtes pas spécialiste des armes, Jean-Marie Théodat, mais géographe, directeur du département de géographie de l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la géographie de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Comment évoquer Haïti aujourd'hui sans parler des armes, ces armes dites de petit calibre et qui font aujourd'hui autant, sinon plus de morts que celles utilisées dans les guerres dites conventionnelles, la crosse dans le creux de l'épaule, les doigts qui s'enroulent autour du pontet. Comment les gangs en Haïti se les sont procurés? D'où est-ce qu'ils tiennent ces matelas de billets sur lesquels certains se filment et s'exhibent sur les réseaux sociaux? Alors, ce ne sont pas malheureusement seulement des armes de petit calibre, mais souvent des fusils d'assaut. C'est-à-dire Kalachnikov, AK-45 et autres Uzi utilisés en fait sur les scènes de guerre à travers le monde. On considère qu'il y a entre 600 000 et 1 million d'armes de guerre en circulation en Haïti. Il y a un puissant trafic d'armes, de munitions, mais également de drogue, parce que les deux vont ensemble, qui ont fait d'Haïti une sorte de passerelle, pour ne pas dire passoire, à travers la Caraïbe, entre la cordillère des Andes, qui est la première zone de production dans le monde, et la Floride et la Californie, c'est-à-dire le sud des États-Unis, première zone de consommation au monde. C'est un marché évalué à environ 100 milliards de dollars. Donc, dans cette spirale de l'économie souterraine, économie noire de l'antimonde, pour paraphraser Roger Brunet, un petit pays comme Haïti est un véritable fétu de paille, vous comprenez? Et nous sommes emportés dans une sorte de trou noir qui fait que la violence n'est pas une violence endémique, ce n'est pas une violence endogène, c'est quelque chose que nous subissons. Ce n'est pas non plus un conflit ethnique, ce n'est pas un conflit religieux. Comment qualifier ces violences en Haïti? Elles ne sont que dues au trafic de la drogue. C'est la seule raison d'être de ces gangs. Ce n'est pas un conflit ethnique, ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas un conflit social, ce n'est pas comme si ces gangs avaient des revendications de partage comme certains pourraient le croire. Ce ne sont pas des combattants de la liberté sur le modèle des guérillas latino-américaines des années 60. C'est un conflit crapuleux. Et je pense que c'est un conflit d'un nouveau genre, et c'est pour cela que nous avons du mal à trouver un concept qui convienne, dans la mesure où nous assistons à un banditisme d'échelle internationale qui s'est donné pour mission de fragiliser l'état de droit pour pouvoir faire circuler une marchandise illicite. Et ce n'est pas l'état d'Haïti en tant que tel qui est visé, mais l'état de droit par définition. Et partout où il y a une douane, où il y a une justice, où il y a un contrôle qui pourrait gêner le trafic de stupéfiants, ces gens essayent de corrompre, comment dire, de circonvenir, vous voyez, aux règles normales, et
lorsque ce n'est pas possible, d'assassiner aussi. Alors c'est pour cela que Haïti n'est pas seul pays en danger, mais l'ensemble du monde. On considère par exemple qu'en Martinique, depuis le début de l'année, ce sont 45 tonnes de cocaïne qui ont été interceptées, sachant que la quantité interceptée n'est souvent qu'une part infinitésimale de la quantité de drogue qui circule. Et le risque, c'est que ce qui se passe en Haïti finisse par se produire également en Martinique et en Guadeloupe. Haïti n'est pas, et peut-être aujourd'hui, seul dans ce trou noir, mais ce trou noir pourrait s'étaler, s'agrandir. Avez-vous dit quelque part, Jean-Marie Théodat, aujourd'hui on se retrouve avec des chefs de gang qui fanfaronnent quant à la barbarie auquel ils livrent leurs victimes. Jimmy Chérizier qui se fait appeler barbecue, homme insaisissable dans tous les sens du terme, avec des méthodes proches de celles des tontons macoutes, ces forces paramilitaires de la dictature du Valier, en particulier dans les années 70 et 80. Chaque nuit à l'époque, les familles quittaient leur maison au son des balles et erraient dans les rues. Cette dictature était marquée par la peur des mots, des chuchotements sous Duvalier père. Dans La veilleuse du calvaire de Lionel Trouillot, la veilleuse en question raconte: quand la dictature nous est tombée dessus, est venu le temps des musiques sans paroles. On chantait là 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 là, j'ai envie de le dire mais je peux pas le dire, et encore là 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 là. Les gens n'ont plus cru à rien, ni aux mots ni à l'amour. Est-ce qu'on a peur des mots aujourd'hui en Haïti? Est-ce que parce que ces gangs ne sont pas politisés, cela laisse libre quand même la parole? Alors, c'est ça le paradoxe de la situation en Haïti, c'est que on ne peut même pas dire que ces gangs sont une menace à la liberté de parole, en particulier. De circuler, oui. De circuler, oui. De penser, certainement, parce qu'ils saturent l'espace intellectuel à parler de crimes, de viols et à mettre leurs exactions sur les réseaux sociaux. Mais c'est que ils ont tellement déconstruit l'État et la société que même la liberté de parole ne leur fait plus peur. Les journalistes peuvent dire n'importe quoi. Et bien sûr, ils sont toujours en danger, comme le sont tous les citoyens, mais la parole ne porte plus à conséquence, en fait. Nous sommes dans une société où même l'aveu de corruption peut être une forme de provocation. Des gens qui vous disent « oui, j'ai mangé dans la caisse, et alors, qu'est-ce que vous pouvez me faire ?» C'est-à-dire cette arrogance a atteint un niveau je dirais, d'impunité, du fait de l'absence de justice, ce qui fait que tout est possible au fond. Dans quelle caisse ont-ils mangé? Pardon? Dans quelle caisse ont-ils mangé? Vous nous dites, ils la peuvent caisse dire publique. Oui, j'ai la caisse publique. La caisse publique, c'est-à-dire au fond, j'ai détourné de l'argent, je suis riche à millions. D'ailleurs, regardez ce que font les Chérizier, ce que font les Tilapli, les Chiens Méchants et autres Lamansanjou, qui sont des gangsters, des bandits, qui montrent ce qu'ils font. Et ils n'ont pas peur du scandale, au fond. Donc, le propre du travail d'un journaliste, c'est justement de mettre à jour la turpitude, la concussion, la barbarie, parfois, de ces gens. Mais ils n'ont même rien à en faire, au fond. Et dire de barbecue que c'est un criminel, que c'est un méchant, ça veut dire qu'on est entré dans un espace et dans un temps où les apparences ne comptent même plus. On n'a même plus besoin de se cacher pour dire que l'on vole, que l'on tue et que l'on viole. On le dit, on le fait et on met les gens face au fait accompli. Et on se fiche aussi de dire parfois dans une même phrase l'inverse, tout et son contraire. En tout cas, Jimmy Chérizier, par exemple, il est à la fois celui qui dit défendre les civils haïtiens contre l'ingérence des puissances étrangères et celui qui les persécute, ces civils. Le pays compte aujourd'hui 1 300 000 déplacés. Encore la semaine dernière, il y a eu des attaques contre les communes de Dessalines et de Verrette qui ont forcé plus de 1500 personnes à quitter leur maison, tenaillées par la faim. Je suis sur le point de mourir. Les enfants sont sur le point de mourir. Je n'ai personne à appeler.
Depuis ce matin, je ne leur ai rien donné à manger. Je n'ai pas une belle vie. Ma pauvre femme est tombée malade il y a quelques semaines. C'est elle qui me soutenait. Elle partait, elle revenait avec du pain à partager avec toute la famille. Maintenant, je n'ai aucune aide. Personne n'a appelé. Nous avons un gouvernement qui s'en fiche. Comment va-t-il s'occuper des personnes déplacées, de la majorité des gens qui ne peuvent pas survivre? Car comment continuer à s'approvisionner quand les routes sont coupées et qu'on risque, comme on l'entend dans ces témoignages recueillis par TV5 Monde il y a quelques semaines, qu'on risque une balle plus ou moins perdue. Jean-Marie Théodat, dans un rapport de l'ONU sur l'état de la sécurité alimentaire dans le monde qui a été publié avant-hier, Haïti figure parmi les 5 pays les plus affamés après la Palestine, le Sud-Soudan, le Soudan, le Yémen. Est-ce que vous avez connu Haïti ayant faim? Est-ce que vous avez connu cette époque-là? Haïti a été très longtemps le seul pays de la Caraïbe qui était autosuffisant en matière alimentaire. Comment on en est arrivé là? Lorsque j'étais adolescent en Haïti, dans les années 70, il y avait de la famine, mais une famine périodique, dans la région du Nord-Ouest. Région de Jean Rabel, de Port-de-Paix, qui est une région particulièrement sèche. Donc il pouvait y avoir, au moment de la soudure, si vous voulez, le passage de la saison humide à la saison sèche, plutôt de la saison sèche à la saison humide, des moments de soudure difficiles. Et il y a eu des cas de famine dans le nord-ouest d'Haïti. Le pays était à l'époque beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui. Et puis surtout, il n'y avait pas la manne de la diaspora. La diaspora, c'est 4 milliards de dollars par an envoyés au pays natal. Et s'il n'y avait pas cette manne tombée du ciel, tombée de l'avion, je pense que les cas de famine seraient encore pires. La diaspora, c'est une figure centrale en Haïti qui parfois montre sa richesse de façon ostentatoire, même s'ils vivent pauvrement à New York ou Miami, ils aiment. Mais en tout cas, c'est grâce à cette diaspora que pour l'instant Haïti survit. C'est grâce à la diaspora que les familles arrivent à joindre les deux bouts. Et si aujourd'hui on parle de famine en Haïti, vous avez cité la liste des pays, le Yémen, le Soudan, la Palestine, ce sont des pays en guerre. Donc les mêmes causes ayant les mêmes effets, Haïti est un pays en guerre, un pays où les producteurs ne peuvent plus écouler leurs marchandises parce que les routes sont coupées, où les travailleurs ne peuvent plus se rendre à l'usine parce que la plupart des établissements ont dû fermer. On ne peut plus recevoir de matières premières, on ne peut plus écouler les produits transformés. Donc nous sommes dans un pays mis sous cloche par une violence systémique aujourd'hui, parce que cela ne date pas d'hier, cela fait plusieurs dizaines d'années que cela dure, et le reste du monde nous regarde en nous laissant finalement lentement nous étioler. Et c'est ça qui est terrible, parce que il n'y a pas de solution interne, mais la main de l'étranger ne viendra pas non plus nous secourir. Alors il y a eu une tentative de main tendue justement avec cette mission multinationale menée par le Kenya qui a commencé il y a maintenant 1 an. Comment expliquer un tel échec à ne serait-ce que diminuer le niveau de violence, faire en sorte que les Haïtiens se sentent plus en sécurité? La mission a été prolongée jusqu'en octobre prochain. Oui, alors tentative ou simulacre, je ne sais pas exactement quel est le terme utilisé. Disons qu'il y a eu un geste à la demande des États-Unis, parce que le Conseil de sécurité de l'ONU ne pouvait pas valider un tel projet compte tenu de l'opposition de la Chine et de la Russie, entre autres. Donc les États-Unis ont plus ou moins commandité cette mission en mandatant le Kenya pour la réaliser. On a envoyé 700 policiers pour faire face à des bandes de criminels qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers. Et les policiers sont équipés d'armes de maintien de l'ordre, alors qu'en face, ce sont des fusils d'assaut. Donc, les moyens utilisés étaient largement sous-dimensionnés. Vous avez dit 700 policiers, il devait être 2500, donc beaucoup n'ont pas... La première mission, c'était 700, puis ils ont été rejoints par un autre contingent de 400, donc ils sont à peu près 1 millier aujourd'hui, venus en renfort à
une police haïtienne d'environ 6 000 ou 7 000 agents, on ne sait plus exactement, mais dans les dernières années du gouvernement de Biden, cette force de police a été littéralement siphonnée par les départs massifs d'agents qui, ne se sentant pas protégés par leurs armes et les véhicules de transport de troupes soi-disant blindés dont la police est équipée, sont très facilement encerclés, arrosés d'essence et brûlés par les bandits qui carbonisent leurs occupants vivants à l'intérieur. Donc ce sont des scènes qui ont rendu les policiers pintades, comme on dit en créole, c'est-à-dire extrêmement frileux, et beaucoup sont partis. Donc nous n'avons pas à l'interne les capacités, le contre-feu nécessaire pour donner le change aux défis représentés par les bandits. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, veut proposer au Conseil de sécurité qu'il assume au moins la responsabilité des dépenses de cette force multinationale, dépenses logistiques. On ne sait pas s'il en a abandonné l'idée. Il l'avait dit en février. À ma connaissance, il n'y a pas eu de nouvelles sur cette question-là. Bon, après, qu'est-ce que ça changerait que la mission devienne une force de maintien de la paix de l'ONU, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, sur place entre 2004 et 2017, n'avait pas laissé que des bons souvenirs. Donc, il n'y a pas manifestement de réponse évidente et qui puisse satisfaire tout le monde. Mais Jean-Marie Théodat, à une heure où on parle plutôt et on critique plutôt l'ingérence, c'est ça plutôt qu'on craint dans plusieurs pays du monde, en Haïti, il y a besoin, d'après vous, non pas d'une ingérence, mais d'une réelle aide militaire extérieure. Mais qui alors pour la donner? J'ai envie de faire une comparaison audacieuse, peut-être anachronique. Entre 39 et 45, s'il n'y avait pas eu le concours des autres pays, la France serait aujourd'hui allemande. Elle serait probablement nazie. Je pense que face à de tels défis qui mettent en péril un ordre du monde que nous avons en commun, les Haïtiens sont la pointe avancée des révolutions des Lumières. Nous sommes le pays où les principes d'égalité, de liberté et de fraternité sont enfin devenus universels et non pas réservés à un cénacle de pays de blancs. Indépendance en 1804. Voilà, une référence à l'indépendance de 1804. Eh bien, en 1940, la France, c'était la patrie des droits de l'homme. Et tous les démocrates du monde ont senti que si la France tombait, ce n'est pas seulement un territoire, mais tout un idéal, tout un pan de l'histoire de l'Occident qui était menacé. Et il y a eu un énorme mouvement de solidarité. En France, d'abord, avec les résistants, avec le général de Gaulle, l'appel du 18 juin, c'est tout l'honneur de la France qui est ici en jeu. Aujourd'hui, si nous pouvons savourer la liberté et la démocratie à Paris, c'est parce que des gens venus d'ailleurs ont versé leur sang pour nous. Il y a eu le jour le plus long. Eh bien, nous avons besoin en Haïti d'un jour le plus long. Nous avons besoin d'un 6 juin 1944. Nous avons besoin d'un mouvement vraiment solidaire, fraternel, des gens qui veuillent mourir pour Haïti, mourir pour l'idéal de Toussaint Louverture, mourir pour l'idéal des Lumières. C'est de ça qu'il est question. Il est question de ça parce que l'économie de la drogue gangrène le monde entier et que Haïti en est un des points névralgiques. C'est ça la raison de cet appel. Nous sommes encore à la pointe avancée de la lutte entre le monde libre et le monde de l'économie souterraine, le monde de l'effort non partagé, le monde des profits concentrés entre les mains d'une petite clique de gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour faire chavirer justement le projet d'un État libre, équitable et juste. Un acteur qui serait en mesure de le faire, qui en a les moyens économiques au moins et sans doute militaires, ce sont les États-Unis, mais qui ont placé Haïti sur la liste des États fragiles, comme si Haïti était perclus de rhumatisme et qu'il fallait simplement le considérer comme un État fragile. Alors ils s'étaient désengagés de la mission internationale en gelant leur financement en février. Finalement, l'aide est maintenue, mais il y a quand même une façon de dire que cette aide-là, elle est... à tout moment, elle peut disparaître. Il y a un message, me semble-t-il, assez clair. Le message est un message à double détente. D'un côté, il y a effectivement maintien de l'aide à Haïti, malgré les coupes qui ont été opérées
dans le budget global de l'aide publique au développement, mais dans le même temps, je ne vais même pas revenir sur les noms d'oiseaux qui sont utilisés pour parler de Haïti, ou des qualificatifs péjoratifs pour parler des Haïtiens, par exemple, pendant la dernière campagne électorale. Nous étions mangeurs de chiens, mangeurs de chats, etc. Et en fait, le sentiment que nous avons, en tout cas que j'ai, c'est que Haïti n'est pas une priorité pour les États-Unis, parce que à côté de l'Ukraine, à côté de Gaza, à côté du Soudan, nous ne représentons pas un enjeu stratégique ni une menace. Et c'est pour cela que le sentiment que nous avons en Haïti, c'est que nous sommes traités avec une énorme désinvolture. Est-ce que vous pensez que la France, à défaut, ou pensez ou souhaitez que la France, à défaut de pouvoir pour l'instant rembourser la dette d'indépendance qu'a payée Haïti à la France pendant près de 60 ans, entre 1825 et 1883, qu'on estime aujourd'hui à l'équivalent de 30 milliards d'euros, est-ce que la France pourrait, devrait, d'après vous, envoyer une aide militaire ? J'aime beaucoup la nuance entre pourrait et devrait. Si la France pouvait, elle devrait. Et la France ne pouvant pas, parce que vu la situation des finances publiques, je pense que si M. Bayrou avait aujourd'hui 30 dollars sous le coude, 30 milliards d'euros sous le coude, ce n'est pas à Port-au-Prince qu'il s'adresserait, mais ailleurs. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a en France une sorte de dichotomie entre, d'un côté, le milieu intellectuel, académique, artistique, qui, par une sorte d'osmose culturelle, est en continuité et de plein pied avec Haïti dans ses revendications, et de l'autre, le monde politique qui préfère passer sous le boisseau les intérêts et même la question haïtienne, parce que les revendications haïtiennes font un peu désordre dans le débat politique français. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat. Les États-Unis ne font rien, alors ils ont quand même arrêté le 17 juillet dernier un ancien candidat à la présidence haïtienne, Pierre-Réginald Boulos. On en parlera et de tant d'autres choses sur Haïti juste après le journal de 8h et la chronique du Grand Continent. Vous restez avec nous Jean-Marie Théodat, vous écoutez France Culture, il est 8h. 7h-9h, les matins d'été, Julie Gacon. Nous sommes toujours avec notre invité, le géographe Jean-Marie Théodat, directeur du département de géographie de l'université Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la géographie de la Caraïbe et de l'Amérique latine, pour évoquer la solitude existentielle d'Haïti. Ce sont vos mots, Jean-Marie Théodat. Haïti livré aux gangs, aux armes, et où l'on croise aujourd'hui des morts assis, des morts errants, comme le dit l'écrivain Lionel Trouillot. Alors il se trouve néanmoins que le 17 juillet a été arrêté à Miami un ancien candidat à la présidence haïtienne, Pierre-Réginald Boulos. Qui est-il plus précisément et qu'est-ce qui, d'après vous, a poussé les États-Unis à agir, oserait-on ajouter enfin ? Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle. C'est-à-dire les États-Unis, notre allié le plus puissant, et pays où résident la plupart des oligarques qui ensanglantent en fait la scène haïtienne. Et on se dirait que ça serait bien qu'il ne s'arrête pas à Pierre-Réginald Boulos, qui est un médecin de formation, politicien, homme d'affaires, et qui, comme beaucoup de gens de sa génération et surtout de sa classe sociale, ont à la fois encouragé ce pourrissement de la situation et l'ont également subi. Parce que c'est aux États-Unis qu'il a été arrêté. C'est aux États-Unis qu'il habite depuis plusieurs années. Aux États-Unis que réside sa famille. Et finalement, on se dit pourquoi est-ce que cette arrestation n'a pas eu lieu en Haïti, au final. C'est en Haïti que ça aurait du sens. C'est en Haïti que la justice donnerait un signal fort. Et à ce moment-là, on comprendrait que l'État n'est pas totalement mort. Et que l'on arrête un homme politique de premier plan en Haïti est la preuve que toutes les suppositions que l'on formulait sur l'implication de la classe politique, de la classe économique dans l'armement des gangsters
aujourd'hui, tout cela devient manifeste. J'en profite pour dire que les Nations Unies estiment à 80% le nombre d'armes en Haïti qui ont été soit fabriquées aux États-Unis, soit ont transité par les États-Unis et ont été envoyées depuis les États-Unis. Alors aujourd'hui, Pierre-Réginald Boulos, arrêté pour fraude à l'immigration et soutien présumé à des bandes criminelles, est en attente d'expulsion. Que dit-on de lui en Haïti, en tout cas de son retour probable? Quelles accointances a-t-il avec qui? Est-ce qu'est-ce qu'on attend de son retour? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être jugé en Haïti? Il fallait déjà qu'il puisse être emprisonné en Haïti. Or, les principales maisons d'arrêt, le pénitencier national, ont été défoncés par les bandits en avril 2024. Et ce sont plus de 10 000 criminels qui sont en libre circulation dans le pays. Donc, il n'y a pas de maison d'arrêt pour, je dirais, un poisson d'un tel calibre. Et puis, que je sache, il n'y a toujours pas eu de justice rendue sur les meurtres crapuleux de Nettie Duclerc, de Montferrier d'Orval, pour ne rien dire de Georges Isméry, il y a aujourd'hui plus de 30 ans. C'est-à-dire, la justice haïtienne n'est pas une garantie. Et il y a fort à parier que la stature de Boulos en Haïti fera que aucun petit magistrat, aucun petit policier n'osera lui passer des menottes avec le risque des représailles que cela représente. Donc un ancien candidat à la présidence haïtienne, quelqu'un qui verse dans la politique autant que dans le trafic, d'anciens responsables politiques qui s'assureraient auprès des gangs qu'ils protègent leurs intérêts. On ne voit pas bien de quels intérêts il s'agit, de quel pouvoir il s'agirait de protéger, puisqu'ils n'en ont plus, ces hommes-là, puisque Haïti est désormais ce qu'on appelle un État failli. Alors qu'est-ce que ces hommes qui prétendent peut-être encore à une carrière politique, qu'est-ce qu'ils imaginent exactement dans un État comme Haïti où, par ailleurs, des élections sont censées avoir lieu en novembre? Pour l'instant, il n'y a aucun candidat qui s'est présenté. Donc, quels intérêts, encore une fois, sont en jeu pour eux? Je pense qu'on dit souvent en Haïti, c'est bien compté mais mal calculé. Lorsqu'en 1995, le président Aristide a dissous l'armée haïtienne, c'était pour se prémunir contre de nouveaux coups d'État, comme celui qu'il avait subi en 1991. Mais cette dissolution de l'armée a enlevé à l'État le monopole de la violence légitime, de sorte que les hommes d'affaires, les politiciens, les chefs de parti se devaient d'assurer eux-mêmes leur sécurité, se devaient d'occuper eux-mêmes le terrain avec leurs troupes, entre guillemets, au moment des campagnes. Et c'est là que le ver est entré dans le fruit, avec des compagnies de sécurité qui importaient des armes et des munitions pour assurer le contrôle des banques, assurer le contrôle des magasins, assurer le contrôle... la moindre boutique de Port-au-Prince a un agent armé debout devant pour assurer sa sécurité. Bien, si vous voulez, il y a une sorte de dilution de cette fonction régalienne entre des mains qui n'étaient pas pures, entre des gens qui avaient d'autres intentions. Et c'est ainsi que les agents de sécurité sont devenus des gangsters. Ces gangsters ont été utilisés massivement dans les années 2017-2018 pour réprimer les manifestations contre le gouvernement, qui protestaient contre la corruption, qui réclamaient entre autres le retour de l'argent du Petro-Caribé, qui est un immense scandale, qui a éclaboussé beaucoup d'hommes politiques et d'intellectuels haïtiens. Y compris des hommes politiques à l'époque soutenus par les États-Unis, d'ailleurs. Des hommes politiques soutenus par les États-Unis. Et dans le fond, nous avons le sentiment que ces gangs qui étaient utilisés comme une force supplétive pour remplacer justement et la police et l'armée à l'usage du pouvoir, mais également à l'usage d'intérêts privés, ces gangs se sont autonomisés et sont devenus des marteaux sans maître, se sont retournés contre ceux-là même qui les utilisaient, et c'est là que se trouve aujourd'hui le dilemme, à savoir que à partir du moment où nous avons franchi les limites de la loi, nous sommes en pleine hubris, et ces gens sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus à l'aise que nous à fonctionner dans l'excès que dans la légalité.
Qu'est-ce que le géographe que vous êtes, Jean-Marie Théodat, décèle dans les paysages haïtiens, paysages y compris urbains, de ce qui reste d'une présence de l'État? Alors, réfléchir en géographie, c'est réfléchir par saut d'échelle. C'est considérer que notre pays est entré dans l'histoire avec un État à l'intérieur de limites, à l'intérieur de frontières qui étaient connues, mais à l'intérieur, il fallait construire une nation. Et c'est peut-être dans la dialectique État et nation que se trouve le biais sur lequel a déraillé le projet haïtien. Nous avons su défendre l'État militairement. On a construit la citadelle La Ferrière, qui est le symbole de cette fierté haïtienne. Aimé Césaire a dit que s'il fallait un monument pour illustrer l'aspiration universelle de l'homme à la liberté, le voici, la citadelle du roi Christophe. Mais derrière ce projet étatique, qui est un projet politique très noble, il y avait également un projet social, une promesse d'égalité, de fraternité, une promesse de partage. Dans une société très hétérogène encore, à l'indépendance, il y avait beaucoup d'esclaves tout juste libérés. Tout juste libérés et surtout tout juste débarqués d'Afrique. Tout juste débarqués d'Afrique et qui avaient leur langue, qui avaient leur religion, qui avaient leur propre tradition et qui ont... Alors, c'est là aussi l'intérêt, si vous voulez, intellectuel de la nation haïtienne, c'est que nous sommes la première nation multiculturelle de l'histoire moderne. Au sens que, avec des gens issus de tribus africaines extrêmement hétérogènes, des gens issus de l'Europe aussi, on oublie souvent que au moment de la guerre de l'indépendance, en 1802, lorsque l'expédition du général Leclerc vient pour rétablir l'esclavage dans les Antilles, il y avait à bord un contingent de soldats venus de Pologne et d'Allemagne qui, en échange du soutien que Napoléon promettait à ses soldats de rétablir une Pologne indépendante, venaient donc payer en quelque sorte ce soutien en participant à la guerre du côté des Français. Mais arrivés sur place, ces vaillants Polonais ont compris qu'ils étaient dupés et qu'ils n'étaient pas des soldats de la liberté comme on le leur promettait, sur le modèle, si vous voulez, de la levée en masse de France en 1793, mais qu'ils étaient au contraire des bourreaux venus rétablir l'esclavage dans un pays qui ne demandait qu'à être libre. Eh bien, ces Polonais ont retourné leurs fusils. Ils se sont battus à côté des Haïtiens contre les Français et ils ont été, après 1804, reconnus comme des Haïtiens à part entière. Donc, il n'y a pas dans le projet historique, dans le chantier national haïtien, de limites ethniques, de limites religieuses, de limites de couleur. C'est une nation arc-en-ciel avant le terme. Donc ça, c'est une réussite d'avoir créé une nation, mais l'État, lui, a failli. L'État n'a pas tenu. Voilà. C'est-à-dire que le projet de création d'une nation antiraciale, antiraciste, anticoloniale et anti-esclavagiste se devait d'être accompagné par un véritable contrat social, un véritable projet de redistribution. Notre révolution n'est pas une révolution sociale. On a au contraire reconduit, presque dans les mêmes termes, un ordre oligarchique où une petite minorité de propriétaires concentrait toutes les terres, poussant les paysans à l'exode. Donc là, on revient à la géographie. Exode vers les marges du territoire parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre au travail dans les champs. Exode vers les villes parce que la campagne ne présentait aucune perspective de service, de formation, etc. Et finalement, concentration dans la capitale. On parle souvent de macrocéphalie urbaine pour dire qu'aujourd'hui, avec 3 millions d'habitants, Port-au-Prince, c'est un quart
de la population totale haïtienne, mais c'est 90% de son système bancaire, c'est 80% des investissements industriels. Donc, lorsque vous avez toutes les forces productives d'un pays concentrées dans un territoire qui fait moins de 100 km², eh bien, il y a des dysfonctionnements, il y a des biais, et c'est ici que, lorsque maintenant, à une échelle urbaine, c'est-à-dire à une échelle encore plus fine, on se rend compte que ces gens issus de l'exode rural n'ont pas été accueillis en des lieux propres, des endroits appropriés dans le cadre d'une politique de logements sociaux, ça vous donne une capitale où 70% de la population habite dans des quartiers précaires, dans des bidonvilles. Et dans de telles conditions, avec de telles inégalités, la brutalisation de l'espace public devient inéluctable. Vous racontez aussi en tant que géographe, Jean-Marie Théodat, cette possibilité de rouler pendant des heures, des kilomètres et des kilomètres en Haïti où on ne croise pas un lampadaire, pas un dispensaire, aucun emblème de la République ou de ses institutions. Vous parlez aussi en Haïti d'une intériorisation de la faiblesse. Qui a intériorisé la faiblesse et qui l'a poussé à le faire ? C'est la logique de la concentration du pouvoir. C'est la logique de la concentration oligarchique des moyens de production, de captation de la plus-value, qui fait que il y a une sorte de course interminable entre une élite qui cherche à se retrouver, à se concentrer ses forces en des points stratégiques du territoire. Par exemple, entre la fin des années 50 et aujourd'hui, toutes les élites urbaines des provinces ont quitté leur ville pour venir s'installer à Port-au-Prince. Maintenant, 60 ans plus tard, ces mêmes élites ont dû quitter Port-au-Prince, qui était leur dernier bastion, pour aller s'installer dans les hauteurs des quartiers huppés de Cascoff et de Pétionville. Or, aujourd'hui, même ces quartiers sont assiégés par les menaces des bandits, de sorte que l'essentiel de ce qu'on appelle la classe dirigeante de l'élite haïtienne est aujourd'hui en exil. Elle se planque littéralement à Miami, à Montréal, à New York, parce que le pays est devenu invivable. Donc une solitude dans tous les sens du terme. Qui habitera avec nous ? Demandait le poète haïtien Georges Castera. La solitude éprouvée à l'échelle d'une personne, Jean-Marie Théodat, c'est en même temps un chagrin affreux, un malaise physique, ce sentiment d'être seul, comme si la cage thoracique s'était rétrécie autour du cœur. En Haïti, si les gens vivent ensemble, contraints et forcés, parfois en tout cas les uns près des autres, s'ils sont ensemble techniquement, est-ce qu'ils vivent ensemble ? Est-ce qu'il y a au moins cette solidarité-là, ou est-ce qu'ils demeurent côte à côte par une habitude plus grégaire que solidaire, la solitude du groupe, pour reprendre les mots de Léonora Miano ? Je pense que, heureusement, nous sommes un peuple soudé par une culture, par une langue, par une musique, une littérature qui donne vraiment corps à notre envie de vivre ensemble. Mais il faut observer que, ironiquement, l'association de bandits, de criminels à la tête de laquelle se trouve Jimmy Cherizier s'appelle « Vivre ensemble ». Une façon de dire que même les concepts qui pourraient entrer dans une sorte de technique de salut, même ces concepts ont été volés, usurpés, kidnappés par les brigands. Il aurait dû dire mourir ensemble, en fait. En fait, c'est une promesse de mourir ensemble. C'est un suicide collectif. C'est un mouvement profondément nihiliste qui ne vise à aucune forme d'amélioration, aucune forme de partage. Ces gens savent que leur avenir ne peut être autre chose que la prison ou le cimetière, et ils veulent entraîner tout le reste du peuple avec eux. Et c'est
520 000 Haïtiens qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, qui seront expulsables cet automne depuis le retour de Donald Trump, qui, outre que ce sont eux les immigrés haïtiens qu'il a accusés, donc vous le rappeliez lors de son débat contre Kamala Harris, de manger des chats et des chiens dans les rues de Springfield, a aussi fait savoir qu'il voulait remettre en cause la protection temporaire dont les Haïtiens bénéficient depuis plusieurs années. 520 000 Haïtiens qui seront donc expulsables cet automne. Qui sont-ils? Comment va-t-on les accueillir en Haïti? La nouveauté avec Donald Trump, et malheureusement il n'est pas le seul, il y a d'autres épigones dans le monde, y compris en France, sa spécificité c'est de criminaliser l'immigration. C'est de faire de tout migrant, légal ou illégal, un criminel par le seul fait qu'il n'est pas blanc, qu'il n'est pas riche et qu'il n'est pas catholique, dans le fond, ou pas chrétien, en tout cas, parce que il y a eu des précédents, des interdictions de séjour aux États-Unis visant des pays musulmans, par exemple, ou des pays africains, ou des pays latino-américains. Je pense que c'est une façon de jouer au chat et à la souris, de nous humilier pour relever en contrepartie l'honneur de l'Amérique. Et c'est une façon surtout de dire aux Haïtiens, restez chez vous. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat. Merci d'être passé dans les matins d'été, juste avant, je crois, de vous envoler pour Haïti. Nous avons saisi l'occasion de votre passage, de votre présence ici à Paris. Vous êtes aussi l'auteur, alors dans un tout autre registre, de Balades parisiennes au gré de l'eau, coécrit avec Lydie Goldner-Gianella, paru l'an dernier aux éditions Cicéron. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'accueil.